Alors, la deuxième capsule va porter sur l'interaction des photons X avec la matière. Donc, je vais résumer ces procédés très rapidement parce qu'en fait, ce sont des notions que nous avons déjà rencontrées. Alors, le rayon X, en pénétrant la matière, interagit principalement avec les électrons de différentes manières. Donc, on peut avoir soit un phénomène d'absorption, soit un phénomène de diffusion. Ces deux phénomènes-là sont à l'origine des applications et des effets de rayons X. Donc, comme vous savez, ils sont très utilisés en radiodiagnostic et en radiothérapie. Alors, description microscopique des interactions. Nous avons deux types d'interactions. L'effet photoélectrique pour des faibles énergies et l'effet Compton pour des énergies plus importantes. Donc l'effet photoélectrique que nous avons déjà vu, le photon entre en collision avec un électron des couches internes de l'atome. L'énergie du photon incident est transférée à l'électron qui est éjecté de sa couche. Une partie de cette énergie est utilisée pour extraire, donc selon l'hypothèse d'Einstein, il faut que le photon ait une énergie supérieure à l'énergie d'extraction, que j'appelle ici W, l'énergie du photon E étant égale à W plus le E cinétique. Cinétique, c'est tout simplement ce qui reste quand l'énergie du photon a extrait un électron. L'effet photoélectrique ne peut pas avoir lieu que si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron. Donc l'énergie cinétique du photon incident est finalement transférée au milieu lors d'ionisation ultérieure. Le retour à l'état fondamental s'accompagne d'une émission d'énergie sous forme d'un photon de fluorescence ou d'un électron Auger. Donc le dessin pour résumer le processus de l'effet photoélectrique est le suivant. Vous avez un photon X incident. Il a tellement une énergie qui est très grande qu'il va arracher, je suppose ici, un électron de la couche K. Donc il va l'arracher si c'est un photoélectron. Le photoélectron a une énergie cinétique qui est la différence de 1 moins l'énergie de liaison de l'électron dans sa couche K. Je suppose qu'un électron de la couche L va venir remplacer le trou laissé par cet électron-là en émettant un photon qu'on appelle de fluorescence. Il faut imaginer que ce photon de fluorescence ait assez d'énergie pour reproduire ce phénomène-là de nouveau. D'accord? C'est ce qu'on appelle un phénomène Auger. Le deuxième processus que l'on peut avoir avec les photons X, c'est l'effet Compton. Donc pareil, nous avons déjà étudié en détail l'effet Compton. Donc c'est de la diffusion avec changement de longueur d'onde. Je vais simplement rappeler ici les grandes lignes. Hein. Le photon entre en collision avec un électron libre ou faiblement lié, auquel il cède une partie de son énergie. Un photon plus faible est diffusé dans une autre direction. Par rapport à la direction initiale. Pour les photons X étudiés, la majeure partie d'énergie est emportée par le photon diffusé. Alors, on peut aussi également avoir de l'absorption avec les rayons X, donc régie tout simplement par ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, I étant l'intensité à la sortie d'un matériau de longueur petit d, I0 étant l'intensité du faisceau incident, et l'absorption est une loi qui est exponentielle sous cette forme-là. Mu, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption. Il est caractéristique du matériel et dépend de la longueur d'onde. Hein. Donc, mu varie en fonction de lambda de la manière suivante. Alors, si lambda égale à la longueur d'onde d'absorption d'un électron de la couche K, par exemple, vous voyez que le photon, quand il va tomber, il va être totalement absorbé. Il va correspondre à une transition d'un électron de la couche K vers une autre couche, ou là carrément une ionisation. Donc, ça correspond à de l'absorption. Le même phénomène peut avoir lieu pour de la couche L, par exemple, ici, qui est, on a vu, dégénérée 3 fois.
Donc, vous voyez qu'à chaque fois que la longueur d'onde égale à la longueur d'onde de l'électron dans son orbital L1, L2, L3, eh ben, il va y avoir une absorption maximale. Entre ces deux pics d'absorption, eh bien, le coefficient d'absorption mu est régi par la loi de Bragg-Peirce et il est donc proportionnel à lambda au cube, hein, d'où la courbe hautement croissante. Z étant bien évidemment le numéro atomique et lambda la longueur d'onde. La formule de Beer-Lambert n'est valable que si le mécanisme d'absorption reste le même, identique à celui de la lumière visible. Les rayons X peuvent être absorbés par un mécanisme différent en raison de leur énergie qui est très haute. Donc cette énergie est suffisante pour chasser les électrons des couches de l'élément absorbant et on observe à ce moment une augmentation brutale de l'absorption. C'est ce que j'ai expliqué ici. À chaque pic correspond une absorption, c'est-à-dire une transition finalement d'un électron de la couche L, par exemple, vers une autre couche ou l'a carrément arraché. La courbe représentant mu en fonction de lambda présente donc des discontinuités chaque fois que la valeur h nu correspond à l'énergie d'un électron du matériel absorbé. On observe ainsi des discontinuités pour les couches K, L, M, etc. La fréquence des discontinuités correspond à la fréquence de la limite des séries, c'est-à-dire finalement cette fréquence-là, c'est pour arracher un électron de la couche K. Ici, pour arracher un électron de l'orbital L1, L2 et ainsi de suite. En effet, ces couches supérieures de l'atome étant remplies, l'électron doit complètement être éjecté de l'atome pour satisfaire au principe de l'exclusion de Pauli.